C'est une expérience pas banale que nous avons faite pour ce reportage. Peut-on vivre, manger, s'habiller, se laver sans les animaux? Pas facile. Nous avons découvert du bœuf dans notre savon, du porc dans notre dentifrice et dans nos allumettes, du mouton dans un baume à lèvres. Difficile à imaginer et pourtant tout ce bestiaire est bien là autour de nous, sous forme de gélatine, de gras ou d'extrait. Les animaux ne font pas que nous nourrir, ils nous habillent, ils nous meublent, ils nous lavent, nous maquillent. 60 milliards d'entre eux sont tués chaque année pour notre consommation. Dans quelles conditions et comment sont recyclés les déchets issus de l'élevage des animaux? C'est Paul Sansfourche qui a tenté l'expérience. Adieu veaux, vaches et cochons pendant 45 jours. Vous allez le voir, il n'en est pas sorti indemne. Julien Ababsa et Ronald Lelouch signent ce reportage avec lui et vous retrouverez ensuite Paul sur notre plateau. On ne les croise jamais vraiment dans nos villes. Et pourtant, ils sont partout, tout autour de nous. Ça commence dès le réveil, à la sortie de la couette. Et puis juste après, sous la douche. Ou encore, au petit déjeuner. Avez-vous déjà fait attention aux animaux cachés dans votre quotidien? Moi jusqu'ici, pas vraiment. Quand j'enfile mon pull en laine ou mes chaussures de cuir, pas la moindre pensée pour le bétail qui m'a permis d'avoir chaud cet hiver. En partant travailler, à peine un regard pour ceux qui finissent sur les étals. Et puis après une matinée au bureau, qui a vraiment envie de s'attarder sur les dessous de son plateau repas? Ou de réfléchir à la vache qui a fini dans son assiette? Ou encore, de plomber l'ambiance d'un apéro entre amis, en parlant du cochon derrière le saucisson. Voilà 30 ans que je vis à ce régime-là. Et peu à peu, c'est comme si le poids que j'ai sur l'estomac se déplaçait sur ma conscience. Au rythme de la consommation française, on peut estimer que j'ai déjà avalé plusieurs milliers d'œufs et de litres de lait. Et côté viande, le bilan est impressionnant. À moi tout seul, j'ai englouti une vache et demie, mais aussi 2 moutons, une bonne douzaine de porcs et plus de 300 poulets. À l'échelle de la planète, nous mangeons chaque année 60 milliards d'animaux terrestres. Une usine à viande, responsable de 15% des gaz à effet de serre selon l'ONU. Peut-on consommer autrement? Pendant 45 jours, j'ai décidé de mener une expérience. Je vais me passer de tous les produits d'origine animale. Nourriture, vêtements, cosmétiques, je ne me doutais pas que la liste était aussi longue. Bienvenue dans une vie garantie, sans animaux. Premier jour de mon régime. Du jour au lendemain, je vais arrêter d'un seul coup la viande, le poisson, le lait et les œufs. Y a-t-il un risque pour ma santé? Pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, je passe un examen médical. Une petite prise de sang, avant de retrouver un médecin nutritionniste. Bonjour. Bonjour docteur. Venez, je vous en prie, le bureau 3. Merci. Le docteur Arnaud Cocolle va me suivre pendant toute mon expérience. Alors, Et bonne nouvelle, ça. pour le moment je suis plutôt en forme. Donc c'est un bilan un petit peu standard là qu'on a demandé. Cholestérol total 1,70 g avec des triglycérides à 0,74 g par litre. Un LDL cholestérol à 1 g par litre, j'aimerais bien avoir ce taux-là. La vitamine B9, donc l'acide folique qui est tout à fait normal. La vitamine B12, 198 nanogrammes par millilitre, vous êtes tout à fait dans la norme. J'ai un peu l'impression d'être devenu un cobaye. Alors vous allez Poids, bien lever, s'il vous plaît. taille, 86 pour moi. tour de taille, Vous êtes à 90. Votre taux de graisse dans le corps. est à 14%. Le docteur note tout pour comparer les résultats à l'issue de mon régime. Donc vous avez une masse grasse qui est idéale. Selon lui, se passer de viande ne pose pas trop de problèmes. Mais pour le reste,
Si je veux éviter les carences, il va falloir être vigilant. Les gens sont persuadés que s'ils ne mangent pas une viande saignante, etc., ils ne vont pas accaparer la force de la viande. Voyez. Donc, mais c'est pas vrai. On peut avoir de la force en mangeant un steak de soja. Mais il faut vraiment s'assurer qu'à tous les repas, vous ayez en tout cas présence de céréales avec des légumes secs. Ça devrait aller, non? Des céréales, des lentilles, des pois chiches et du soja. Bon appétit. Voilà mon menu dans les prochains jours. Mais je suis encore loin d'une vie garantie sans animaux. Pour y arriver, j'ai fait appel à une végane. Un terme utilisé pour ceux qui n'achètent aucun aliment d'origine animale. Alexandra vit comme ça depuis 2 ans et elle reconnaît que ça demande un peu de pratique. Est-ce que ça a été un peu compliqué au départ? Alors, au début, oui. Par exemple, la première semaine, j'ai mangé que du pain avec du beurre de cacahuète parce que je ne savais pas lire les étiquettes, j'avais peur de faire une erreur et de consommer des produits animaux. Car des produits animaux, il y en a partout chez moi. Donc on va peut-être commencer par la cuisine. D'accord. Alexandra va m'aider à les dénicher, même dans les produits apparemment sans problème. Je vais noter, moi. D'accord. Donc là, par exemple, on regardait pour le pain. Même si normalement, Normalement, c'est bon le pain. Non, certains pains, ça va pas. Surtout le pain industriel, en fait. Farine d'orge. Ah, déjà, il y a marqué qu'il y a du lait. Donc, déjà... D'accord. Alors, Il faut donc scruter minutieusement toutes les étiquettes. D'accord. donc là, on a des bonbons. Donc, comme indiqué, il y a de la gélatine. 99% des cas, c'est animal. De la gélatine dans ma cuisine, pourquoi pas? On passe à la salle de bain. Mais quand elle s'invite dans la salle de bain, c'est nettement plus bizarre. Le dentifrice. Alors, regardons. Alors, soluble, quoi sodium. Bon, déjà, on voit qu'il y a de la gélatine. Et ça, c'est très fréquent dans le dentifrice, qu'il y ait de la gélatine, souvent de porc d'ailleurs. Du cochon dans mon dentifrice. Dans mon baume à lèvres, Alexandra détecte du mouton, sous l'appellation lanoline, une graisse contenue dans la laine. Ajouter du gras de bœuf rebaptisé Talowatt dans mon savon, la cire d'abeille dans mon gel douche, et puis il y a aussi tous les produits qui contiennent des esters, une sorte d'huile. Impossible de savoir si elle est d'origine végétale ou animale. La liste de mes produits interdits s'allonge. Il n'y a qu'à commencer là. Dernier lieu du grand ménage, Alors, on va regarder. ma garde-robe. Celui-là, j'aimerais bien y avoir droit aussi. Adieu la laine, la soie, évidemment le cuir de mon blouson et de toutes mes chaussures. Pendant 45 jours, j'ai interdiction de toucher à tous ces produits. Alors pour éviter la rechute, je mets l'ensemble à part dans ces cartons. Comment faire pour expliquer la présence de ces petits bouts d'animaux dans tous les recoins de nos maisons? Peut-être tout simplement en remontant leurs traces. Prenons cette vache dans son champ. Elle part aujourd'hui à l'abattoir d'une coopérative en Auvergne. Et c'est son président qui va nous faire la visite. Bonjour. Bonjour Daniel. Ça va? Alors on se trouve dans un lieu qu'on appelle la bouverie, c'est un lieu où on accueille les animaux avant l'abattage. D'accord. Pour notre vache, c'est surtout le début d'une longue chaîne, vers l'assiette, mais pas seulement. Le travail de l'abattoir justement, c'est de la déshabiller déjà, la vider de son sang, enlever le cuir, enlever toutes les parties qui ne sont pas consommables. Il faut la démonter et puis vendre les petits morceaux, les vendre ou les faire éliminer. Voilà. Du démontage, un peu comme un meuble en kit. À l'abattoir, l'animal devient en fait un produit dont chaque élément doit être optimisé. Car au final, la viande vendue en boucherie n'est qu'une partie de ce qui est traité par l'abattoir. Vous voyez, ça c'est un animal qui pesait près d'une tonne. On ressort 260 kg de viande finie, prête à consommer. Alors qu'est-ce qu'on fait tout de reste? Ah ben voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. Ce n'est peut-être pas très agréable à entendre, mais tout ça me fait un peu penser à un jeu de mécano inversé. À peine tuée, notre vache encore en un seul morceau est d'abord vidée de son sang, puis démembrée. On lui retire ensuite une première couche, la peau. C'est la partie la plus rentable après la viande. Ça, cette peau, vous la revendez? Cette peau, on la revend, voilà. C'est quelle proportion, enfin quel prix? Alors, ça va de 30 à 50 euros.
La peau par peau. Par peau. Donc ça, ces peaux-là, c'est ce qu'on va retrouver sur nos manteaux, nos chaussures. Tout à fait, tout à fait. Ça vient de là. Voilà, ça vient de là. La matière première, c'est celle-ci. Et notre vache n'a pas fini d'être déshabillée. D'abord les viscères, puis les os et les graisses. Tout ce qu'on pourrait prendre pour des déchets est appelé coproduit dans le jargon des abattoirs. Il représente 50% du poids d'une bête. Si certains d'entre eux seront détruits pour raisons sanitaires, ceux stockés dans ces bacs avec un chiffre 3 dessus seront réutilisés dans l'industrie. Et là, en 3, donc là, vous avez des pattes d'agneau et tous les déchets de bovins, les os dans l'autre bac. Et il y a aussi le gras de porc, en catégorie 3. Tous ces déchets-là qui vont repartir, qui sont valorisables, Oui. qu'est-ce qu'ils vont devenir, vous savez? Alors, c'est la question. Je ne sais pas. Je sais qu'ils sont réutilisables. Sous quelle forme, je ne saurais pas vous dire. On vous a pas dit. On ne nous a pas dit. Chaque année, 2 millions de tonnes de déchets sortent des abattoirs. Pourquoi faire? Le mieux, c'est que je revienne à mon meuble en kit. Enfin, pardon, à ma vache. Petit 1, je sais qu'un peu plus de la moitié de son poids est consommé directement. La viande, certains abats et le cuir. L'autre partie doit donc être retravaillée. Petit 2, je sais également qu'on trouve des traces animales dans mon savon, mon dentifrice ou mes bonbons. Il y a peut-être un lien entre les deux, non? Je vous appelle parce que je prépare un reportage sur l'utilisation des produits d'origine animale dans l'industrie. Pour trouver le chaînon manquant, j'ai bien dû appeler une cinquantaine d'industriels. Des fabricants de savon ou de gélatine. Je voulais savoir si vous produisiez ou vous utilisiez des produits d'origine animale comme des Mes peines esters, perdues. Ou de la kératine. À défaut d'un tournage, enfin, ce genre de le choses. mieux que j'ai à vous proposer, ce sont ces vidéos d'entreprise. Elles proviennent du leader français de traitement des déchets animaux, Saria Industrie. Un clip où vous ne verrez jamais les tonnes de carcasses entassées dans ces camions. Et vous ne les verrez pas non plus être déversées dans ces cuiseurs géants. C'est pourtant là qu'on extrait d'un côté la graisse et de l'autre les protéines contenues dans les restes des abattoirs. Bon, merci pour les images, mais j'ai encore quelques questions. Au siège de l'entreprise, je suis reçu par le PDG en personne. Bonjour. Bonjour, monsieur Hurel. Paul Sanfourche, France 2. Enchanté. Enchanté, merci de me recevoir. Je vous en prie. Le premier débouché de Saria, c'est l'alimentation animale. Donc il s'agit de cretons. On appelle ça des crotons. Et alors une partie en fait. Mais avec ces des produits, cretons parce qu'ils proviennent on peut aussi faire bien d'autres choses. des gras. Ça, on ne retrouvera pas dans la consommation humaine. Et alors c'est possible. Certains produits peuvent être utilisés en consommation humaine. Aujourd'hui, il est possible de les réutiliser. Et alors, dans quel type de produit? Là, en l'occurrence, on va pouvoir l'utiliser dans les sauces, par exemple. C'est des sauces pour des plats Pour des plats, industriels? absolument. Notamment. Et ce n'est pas fini. Cette graisse, par Et exemple, une partie qui va ça ne vous rappelle rien? après séchage à des... On la trouve au-dessus de votre pot de rillettes. Elle sert surtout de base aux industriels. Retravaillée, elle peut tout aussi bien se retrouver dans un savon, des biscuits, de la soupe, des produits ménagers ou des peintures. Voilà pourquoi on retrouve autant de matières animales un peu partout dans notre quotidien. Le public a du mal à imaginer que les autres matières provenant du même animal d'ailleurs, que celui dont il consomme la viande tous les jours, puissent être utilisées dans des applications techniques différentes. Mais c'est pour ça qu'il est de notre ressort d'expliquer ce que nous faisons, de montrer l'intégralité de nos processus de transformation. Une belle volonté de transparence, vous ne trouvez pas? Alors j'en profite pour demander une nouvelle fois à filmer dans une usine. La caméra tourne encore, mais le dirigeant ne s'en rend pas compte. Et voici la raison de son refus. Alors que tout le monde... effectivement cet Il aspect y a pitié, maintenant mais- une distanciation énorme entre ce qui est consommé
au jour le jour. Donc la barquette qu'on trouve en linéaire dans les supermarchés, et l'animal qui est à l'origine de ce produit. Et je ne suis pas sûr que le lien soit nécessaire entre les deux. Parce que si le lien est fait, ça va générer beaucoup plus de rejet que d'acceptation. Il vaut mieux que le public ne se rende pas compte que derrière sa barquette de viande, il y a une vache? Oui, je le pense. Je le pense. Parce que malheureusement, ça va provoquer chez lui forcément une réaction de rejet vis-à-vis de l'idée d'abattre un animal pour le manger. Et c'est la même chose pour les coproduits, vous pensez? Bien sûr. Autrement dit, pour vendre, mieux vaut ne pas trop culpabiliser le consommateur. Pendant les 2 premières semaines de mon expérience, j'ai cherché à comprendre pourquoi des animaux étaient cachés dans nos produits. Je me rends compte aujourd'hui que c'est surtout leur mort qu'on veut occulter. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui observait de près cette réalité. Direction la Bretagne. Ce grand bâtiment, c'est un couvoir à poussins, où William a travaillé l'été dernier. Là, c'est la porte des vestiaires, la petite porte blanche avec le cendrier juste devant. Le rideau de fer à moitié entrouvert, c'est là où il y a la benne où se déversent toutes les poussins broyés qui viennent de l'autre pièce. Donc là, c'est une pièce close avec la benne qui communique juste par un tuyau. Ce qui n'était au départ qu'un petit boulot étudiant, la vite révolté. Ça a été un choc pour vous? Ouais, dès le premier jour, pour moi, ça a été vraiment un choc de devoir trier autant de poussins, de voir que c'était aussi sale et que les poussins étaient vraiment pas pris en compte, quoi. Enfin, c'était des objets. Et ça m'a choqué dès le premier jour. J'ai attendu quelques jours de voir si c'était une journée exceptionnelle. Et puis je me suis bien vite rendu compte que pendant les quelques semaines où j'allais travailler, ça allait être comme ça tout le temps. Écœuré, il contacte une association qui lui confie du matériel pour filmer incognito. Une infiltration résumée dans une vidéo diffusée sur Internet. On y voit des milliers de poussins manipulés juste après l'éclosion. Le but, faire le tri entre les poulets qui finiront dans votre assiette et ceux qui iront directement à la poubelle. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, c'est une caisse où on stocke les poussins pendant le tri qui sont mal formés, malades ou qui ne conviennent pas, donc sales. Et c'est des caisses qui, dans la journée ou le jour suivant, vont passer au broyeur. En moyenne, on doit jeter bien 15% des poussins, je pense. À peine nés, les poulets jugés non viables sont euthanasiés par caisse entière. On voit le tuyau du broyeur donc, qui va rejeter des bouts de poussins et de coquilles d'œufs dans la benne. La pratique peut choquer, mais elle est légale. Là, c'est le tas de poussins broyés. Elle est censée ne pas faire souffrir les animaux. Et là, on voit le zoom, donc avec des bouts de pâte, des mouches partout. Mais l'entreprise semblerait prendre des libertés avec la législation. Donc ici, c'est une pratique qui consiste à verser les poussins dans les sacs poubelles, 4 ou 5 caisses par sac environ. Et comme on va le voir, ils sont étouffés par la suite, donc en appuyant sur le sac pour vider un maximum d'air et que les poussins survivent le moins longtemps possible. Mais le sac continue à bouger quand même pendant quelques minutes. Voilà. Ici, on voit le sac qui bouge avec les poussins qui agonisent. Une méthode illégale. Le résultat d'une course au profit, selon William. On a un impératif de rentabilité qui est absolument énorme et du coup c'est une catastrophe vis-à-vis des animaux puisque on voit bien ils sont étouffés dans des sacs poubelles, enfin ce genre de choses parce qu'on n'a pas le temps, on s'en occupe pas. Pour vérifier ces informations, nous retournons au couvoir. Nous tombons sur un salarié et nous le filmons à son insu. À demi-mot, il concède la possibilité de telles pratiques, mais seulement en cas de raté du broyeur. Ça peut arriver, comme toutes les machines, ça peut arriver que ça commande pas. C'est là que vous utilisez le sac poubelle en fait. C'est un peu ça, mais ça arrive que occasionnellement. De son côté, la direction réfute de telles pratiques. Mais elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce problème de la souffrance animale, il n'y a pas que dans l'agroalimentaire qu'on le passe sous silence. Avenue Montaigne à Paris. Le luxe à la française. J'aimerais connaître le sort réservé aux animaux les plus tendances du moment.
Non, pas celui-là. Ah, voilà, ces reptiles qui hantent les défilés de mode. Sont-ils mieux traités pour autant? J'essaye de me renseigner. Bonjour. Bonjour madame. Je cherche un cadeau pour ma compagne. Oui. Un cadeau, vous pensez à quoi? Un sac? Un sac, ouais. C'est un sac, oui. Cuir de python ou de crocodile? J'ai le choix. Enfin, à condition d'avoir le budget pour. Au niveau du budget, il est à 7300 €. Et crocodile, on est sur quel... C'est budget encore supérieur ou... Oui, en fait, normalement, ce sont les modèles les plus chers. En fait, ils peuvent aller jusqu'à 30 000 €. Comme celui-ci. C'est des peaux qui proviennent d'où? Ça provient des élevages, en fait. Nous n'avons pas des peaux sauvages. Et je ne peux pas vous donner vraiment le lieu d'origine exact. Même à ce prix-là, apparemment la traçabilité n'est pas incluse. Deuxième test, dans une autre boutique. Là aussi, sur l'origine des produits, il y a comme un flottement. Et c'est des peaux qui viennent d'où? Pour ceux-là, en Indonésie. Donc voilà, c'est des peaux qui viennent comme l'autruche et également le crocodile. Toutes ces peaux-là viennent de nos élevages. Je vous laisse regarder celui-ci, en attendant je vais vous écrire. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. En y regardant d'un peu plus près, je trouve dans le sac ce document, le CITES. Ah, tu vas au Vietnam. Il est obligatoire pour les peaux exotiques, car il certifie leur origine. Et la vendeuse a fait comme une petite erreur. Mais vous m'aviez dit que c'était des élevages d'Indonésie. Ah bah excusez-moi, je me suis trompé. D'accord, c'est Vietnam, d'accord. Oui, excusez-moi. Ok. Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup. Je vais aussi prendre la référence de celui-ci. Pour savoir comment sont tués ces animaux, je crois que j'ai pas le choix. Il faut y aller. 12 heures d'avion, ça vous laisse le temps de faire le tri dans un plateau repas pas franchement végétalien. Après plus d'un mois sans viande, ça aurait été dommage de craquer comme ça. J'atterris à Ho Chi Minh Ville, la capitale économique du Vietnam. Dès la sortie de l'avion, je suis accueilli par un représentant des autorités. Un guide très officiel. Le pays a beau être un des derniers bastions communistes, il est l'un des plus gros fournisseurs de l'industrie du luxe, spécialisé dans l'export des peaux de reptiles. Nous partons justement visiter la plus grande ferme de crocodiles du pays. 1 heure de route pour arriver pile à l'heure du déjeuner. Enfin, celui des reptiles. Ici, on en compte plus de 2000. Les crocodiles comme ceux-là, je les nourris tous les 10 jours environ. On leur donne 6 à 7 kilos de poulet chacun. Je peux vous dire que le patron aime vraiment ces animaux. Et il les traite vraiment très bien. À 300 € la peau de croco, pas étonnant qu'il les aime. Il y a 25 ans, le patron Nyatran est le premier à se lancer dans l'élevage à grande échelle. Désormais, il revend plus de 8000 peaux par an. Salut. Il y en a combien aujourd'hui? Une dizaine. Ok. Des crocodiles qui partent justement à l'abattoir aujourd'hui. Dans quelles conditions se font ces mises à mort? Après un peu de négociation, le patron nous permet d'entrer dans l'abattoir. À l'aide de ciseaux enfoncés dans le cerveau, 2 crocodiles sont tués en quelques secondes. Le dépeçage dure, lui, à peine une dizaine de minutes. C'est un peu le point de départ de votre sac à main. Et pour Nya, rien de choquant à tout ça. Ceux qui achètent des peaux de luxe, je pense qu'ils acceptent ça. C'est comme le cuir de vache. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Et on les tue comme une vache dans un abattoir. Mais le problème, c'est de savoir comment on les tue. Il faut que ce soit rapide. Et puis,
le moins douloureux possible. Pour l'instant, en tout cas, aucune polémique ne vient gêner les affaires de Nia. Dans son atelier, les acheteurs chinois, européens ou russes, comme aujourd'hui, se succèdent. Un marché en plein essor qui a convaincu le Vietnam de se lancer dans une course avec les autres pays producteurs. Et c'est avec un autre type de reptile qu'il pourrait bien prendre l'avantage. Mon guide m'amène visiter une autre ferme. Elle fait la fierté des autorités et se spécialise dans le python d'élevage. Le pays en est le premier producteur mondial. Bonjour, je suis Paul. Et moi, c'est Tong. Ravi de vous rencontrer. Tong est le président de la Oeng Company. Vous avez combien de serpents? En ce moment, un peu plus de 10 000. Un élevage d'exception qui, selon Tong, fournit des marques comme Gucci ou Salvatore Ferragamo. Vous avez un préféré? Oui, j'en ai un. À 1 an, les pythons mesurent déjà 2 mètres de long. C'est mon ami. Oui, mais peut-être pas le mien. Ouais, qu'est-ce qu'il est lourd. Ouais, je crois que c'est bon là. Et pour les faire grandir encore plus, on en prend soin. Gavage à la saucisse de porc et litière en copeaux de bois. En fait, la ferme est devenue une sorte de laboratoire pour les autorités vietnamiennes. Ici, on n'a pas vraiment d'obligation au niveau du bien-être animal. Mais le ministère de l'Agriculture dit qu'il faut faire comme nous faisons. Ils disent que c'est bon pour les pythons. Vous êtes un peu comme un modèle. Oui, c'est ça. Et on essaye d'enseigner nos méthodes à tous les fermiers du sud du Vietnam. Une ferme modèle. Voilà ce que les autorités ont bien voulu me montrer. Pour voir l'envers du décor, je vais devoir semer mon guide. Je prétends être tombé malade et devoir rentrer à mon hôtel. J'abandonne mon équipe et, muni d'une caméra cachée, je prends un taxi. À 3 km de là, je découvre ce qu'on appelle une ferme satellite. Elle est en fait située à l'arrière-cour d'un restaurant. Vous êtes le propriétaire? Oui. Une trentaine de pythons y sont stockés dans des cages, avant d'être revendus plus tard à de gros éleveurs. L'hygiène est bien loin des standards qu'on a bien voulu me montrer. Je demande au propriétaire s'il sait comment on retire la peau à ces serpents qui serviront bientôt à réaliser les accessoires de mode dans le monde entier. On bouge tous les trous et après, boum! On les gonfle, on envoie de l'air, comme ça la peau elle est bien tendue. Et du coup c'est beaucoup plus facile de la retirer. Faut bien le gonfler, marcher dessus, comme ça. Comme ça la peau est souple et ça rapporte plus. En 2012, un rapport du Centre du commerce international a confirmé ces pratiques. On y voit ces photos de serpents bâillonnés, puis gonflés, avant de subir une mort lente par suffocation. Rémunérés au centimètre, les éleveurs préfèrent cette méthode qui, selon eux, permet d'étendre un peu plus les peaux. Malgré ces pratiques, les grandes enseignes continuent à s'approvisionner en masse au Vietnam. Je retourne chez Tong. Malgré mon insistance, il a refusé que nous filmions la mise à mort de ces pythons. Il veut bien nous montrer les peaux, mais bien longtemps après l'abattage. C'est le genre de peau qu'on réserve pour les tanneries et le marché européen. Pour les petits éleveurs, le commerce de la peau est souvent un moyen de sortir de la pauvreté. Difficile dans ces conditions de parler bien-être animal. Tong m'assure pourtant que les pratiques sont en train de changer. Nous avons développé une technique pour tuer le serpent sans douleur. Il y a 2 mois, on a même monté un atelier pour montrer à tous cette nouvelle méthode.
to kill the python without painful. Yeah. Impossible de dire si cette nouvelle méthode s'imposera dans les campagnes du Vietnam. Même si le commerce de la peau peut choquer, on peut lui reconnaître un avantage. En développant l'élevage, les pitons ne sont désormais plus chassés dans la nature. Voilà plus de 40 jours que j'ai commencé mon expérience. Et je dois avouer que je commence à trouver le temps long. Surtout ici, où le véganisme est un concept plutôt inconnu. Allez, dernière cure de légumes, avant le retour à Paris. Dernier jour de mon expérience. Après une nouvelle prise de sang, je retourne voir le docteur Cocolle. Résultat en poche. Comment mon corps a supporté l'expérience? En tout cas, il y a un peu de changement. Lancez-vous. Oui, vous étiez 78,9, vous êtes à 2,3 kg de perte. Donc là, vous êtes à 89. Vous avez perdu 2 cm en bas et 1 cm en haut. Vous êtes à 13,9% de masse grasse. Vous étiez précédemment, il y a un mois et demi, à 14,4. Et dans le sang, les effets de ma cure sont aussi visibles. Votre cholestérol, ça c'est intéressant, votre cholestérol total, là, je parle, il était à 1,70 g. Vous êtes passé en cholestérol total à 1,39 g par litre. Le mauvais cholestérol, il a baissé, vous êtes passé à 0,72 g. Là par contre, la vitamine B12, elle est moins, elle n'est pas dans les normes. Il y a une petite carence là qu'il faudrait suppléer. D'accord? Donc ça se régule avec un comprimé de vitamine B12, on peut prendre par voie orale. Pas si mal pour un apprenti vegan. Omnivore convaincu, le médecin me conseille tout de même de reprendre mes habitudes alimentaires. Mais il a quand même une petite prescription. Moins manger de viande, mais mieux manger de la viande. Vous voyez? C'est-à-dire que toute la problématique, c'est de bien choisir ces aliments. Et je pense que les gens maintenant doivent être plus aguerris qu'ils ne l'étaient dans le passé, en ne mangeant pas n'importe quoi. Privilégier la qualité. Serait-ce la clé pour rendre notre alimentation un peu plus vertueuse pour nous, comme pour les animaux? C'est la question que je vais poser à un boucher star. Je vous avouerai que j'ai un peu hâte. Hugo Desnoyers. Maintenant que j'ai pas mangé de viande. Bah, 1 mois et demi. 1 mois et demi sans manger de viande, c'est pour ça que vous êtes tout blanc donc. Dans sa boucherie-restaurant, on ne sert qu'une viande issue d'animaux bichonnés, à qui on a même passé un peu de musique avant abattage. Tout ça a un coût, 60 € le kilo pour une côte de bœuf. Mais pour le boucher, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, gamin, j'ai jamais mangé une tranche de saumon fumé de ma vie. Ça coûtait beaucoup trop cher, mes parents pouvaient jamais ils auraient pu se payer ça. Aujourd'hui, le saumon, vous en achetez, l'emballage coûte plus cher que le produit, donc il y a un problème. On a poussé, par le développement des grandes surfaces, de la grosse industrie, on a poussé les gens à consommer et à descendre le prix. Mais le prix à faire descendre, c'est automatiquement la qualité qui joue. Et des conséquences sur l'élevage, sur l'environnement. On voit bien les problèmes aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a de la surconsommation qui sert à rien du tout. Moi, je mange de la viande 2-3 fois par semaine, j'en mange pas tous les jours. Messieurs, la cour. En venant ici, je me doutais un peu que je finirais par passer à table. Laissez-la comme ça. Pour une reprise. Et puisqu'on en est aux aveux, je dois dire que je suis loin de bouder mon plaisir. Waouh, il est en rééducation. C'est bon pour la rééducation, on dirait. Tu peux pas te tromper là. Tiens, je me permets de vous faire ça et manger tout en même temps. Ça valait le coup d'attendre 1 mois et demi. Hein. Ça, c'est gentil. Ouais. Moi, je pense ça comme un compliment. Au final, j'ai pourtant vécu 45 jours sans animaux. Et l'expérience m'a réellement changé. Et vous, penserez-vous désormais un peu plus à eux ?